Alors, Guy, oui, nous sommes avec Guy Pion, qui nous parle de Richard III. Si vous n'aviez pas vu le début de cette interview, et alors j'ai proposé une musique qui est dans le spectacle et qui est étonnante, puisqu'il s'agit tout simplement de Dean Martin, ce chanteur qui a disparu, ce chanteur américain. Il y a toute une fantaisie dans la musique, d'ailleurs, moi que personnellement j'apprécie beaucoup, parce qu'il y a Porcel, évidemment, et on l'entend souvent, il y a Steve Reich, il y a Ligeti, Dean Martin et les Andrew Sisters. Exactement. Il y en a peut-être encore d'autres. Alors maintenant, ton personnage de Richard III, comment le voyais-tu? Et tu le présentes, il y a une force terrible dans tout ce que tu fais. Et dès ton entrée en scène, oui, si je le dis. Ça, c'est formidable. Ah non, mais je le pense. Tu t'imposes tout de suite. C'est ça que je veux dire. Et tel qu'on t'a maquillé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a? Il a un curieux regard. Mais qu'est-ce qui lui arrive à mon copain Guy quand même? Mais qu'est-ce qui se passe? Tout ça était dans le maquillage, je me trompe? Non, pas du tout. Voilà. Bah, c'est un personnage froid, glacial, autoritaire, mais aussi qui sait, comment dire, qui sait jouer de l'âme humaine des autres. On a l'impression qu'il connaît, il connaît exactement l'âme humaine et il sait comment la mettre sous son pouvoir. C'est ça sa grande force. Alors qu'il est complètement, c'est un égoïste total. Je veux dire, il ne fait que utiliser, user de ceux qui l'entourent, les utiliser pour son propre pouvoir, pour sa propre existence. Il a un mépris total pour ceux qui l'entourent, sauf pour ceux qui peuvent éventuellement l'aider à accéder, à monter encore plus haut dans ce pouvoir. Et une fois que la plupart d'entre eux les ont aidés, ou qu'il sent, ou qu'il, même pas s'il sent, qu'il a le moindre soupçon d'une défaillance ou d'un doute d'un de ses proches, il l'élimine. Il liquide, oui. Il tue. Oui. Mais bon, oui, c'est une pièce de théâtre, c'est de la littérature, ça a l'air extraordinaire, mais on ne peut s'empêcher de voir comment ça se passe de nos jours, non seulement avec les dictateurs de Centrafrique, d'Afrique, d'Asie ou d'ailleurs, mais même dans la plupart des grandes entreprises européennes. Je veux dire, les gens qui veulent le pouvoir n'arrivent pas à tuer physiquement ceux qu'il faut éliminer, mais il les élimine psychologiquement, ça revient exactement à la même chose. Est-ce qu'il ne souffre pas un peu de sa difformité quand même qu'il a? C'est au bras gauche, droite, je sais plus Gauche. Gauche. Est-ce qu'il en souffre ou bien est-ce qu'il en profite? C'est toute la question. Est-ce qu'il n'en joue pas? En quoi est-il si difforme? J'ai parfois l'impression, on n'a pas insisté là-dessus, on n'a pas l'image caricaturale qu'on a pu voir parfois dans certains Richard III. La bosse, c'était plus Quasimodo que Richard III parfois, au siècle dernier. Moi, Non, tu sors ton bras une seule fois. Une seule fois, Ouais, pour prétendre, pour montrer aux autres que ce bras est desséché. Mais, tout pris comme ça. Oui, mais je crois que c'est tout son corps qui est pourri et desséché. Mais physiquement, je pense que c'est un prétexte. C'est son âme qui est surtout pourrie. C'est moi qui l'en plaisir. Et il en est conscient d'ailleurs, c'est ça qui est formidable. C'est qu'à la fin de la pièce, on constate qu'il a un regard sur lui-même, il a un regard lucide sur lui-même. Il dit, à un moment donné, je crois, je ne peux pas ou je ne puis être l'amant. Il parle sans doute d'âme à ce moment-là. Tu vas me dire si je me trompe. Je suis déterminé à devenir un scélérat. Oui, parce qu'il ne veut pas être l'amant de ces jours frivoles, comme il dit. On a vu, 3 minutes avant, on a vu son frère, le roi, et toute la cour d'ailleurs, le roi Édouard, et toute la cour qui participe à une grande fête au palais sans doute. C'est à l'occasion de cette fête qu'on danse, qu'on passe de la musique de jazz, Duke Ellington et compagnie. Et Richard est quelqu'un de complètement janséniste par rapport à ce type de fête. Je veux dire, c'est un monsieur propre.
il ne supporte pas la décadence. C'est un militaire. Il n'est fait que pour la guerre et pour le combat. Lorsqu'il y a la paix, il s'ennuie. Et il le dit dès la troisième phrase, la troisième réplique, il dit qu'est-ce que la paix, ça m'ennuie. Moi, je suis fait pour être sur un cheval, pour me battre. Et voilà. Donc, cette cour qui est en déliquescence est quelque chose pour lui qu'il faut éliminer d'une façon ou d'une autre. Et c'est une des raisons pour lesquelles il veut prendre le pouvoir, c'est pour un petit peu rafraîchir à sa manière les mœurs de la cour. Et tu me fais rire parce que tu viens de parler du cheval. Il y a cette fameuse réplique d'ailleurs, un royaume pour un cheval. Un royaume pour un cheval. On connaît bien. Oui, mais c'est un appel à l'aide, c'est-à-dire qu'il est sans doute blessé à mort. Il est historiquement et dans la pièce de Shakespeare, il est tombé de cheval et il réclame un autre cheval pour continuer à se battre. Il est tout sauf un lâche. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas lui reprocher. Ce n'est pas un couard, ce n'est pas un lâche. Mais bon. Alors en fait, il a deux frères. Il a le frère, donc c'est le roi Édouard, et puis il y a Clarence. Et il y a Georges, duc de Clarence, voilà, bien sûr, qu'il va faire éliminer. Oui. Bah oui, Il faut bien, parce que pour accéder au pouvoir, il faut d'abord éliminer ceux qui pourraient y arriver avant lui. Donc il y a Édouard, lui, il va mourir de sa belle mort, si on ose dire, mais enfin il fait un petit peu tout pour le pousser. Georges, il va carrément l'éliminer, en faisant croire d'ailleurs que c'est un ordre du roi. Ce qui est faux, en fait, le roi avait donné un premier ordre, et puis le deuxième ordre libérait Georges, mais Richard a fait en sorte de s'emparer du contre-ordre et laisser courir l'ordre. Et puis il va continuer, il va faire assassiner le jeune prince, l'autre jeune prince, Édouard, alors, celui qui devrait normalement succéder, celui qui devrait normalement accéder au trône. Et petit à petit, ainsi, en éliminant tout le monde, mais il ne reste plus que lui, donc forcément, il peut accéder enfin au trône. Ah, et là, à partir de là, commence le vrai problème pour lui. C'est qu'il a le pouvoir et il ne sait qu'en faire. En fait, ce n'est pas un homme d'État, ce n'est pas un politique. C'est un homme de pouvoir, sans plus. Tes regards sont formidables quand on te voit monter justement l'escalier qui te conduit vraiment le pouvoir. C'est le trône, si j'ose dire. Oui, tellement désiré. Il devient roi, il devient roi. Et tu marques terriblement tout ce qui se passe dans l'esprit, dans la tête de ce Richard III. Maintenant, Richard III, c'est un dragueur à un moment donné, puisqu'il est très amoureux de la petite Anne, Lady Anne. Oui, enfin, le dragueur, j'exagère. Oui, c'est plus que dragueur, c'est un jeu. C'est un jeu de toute façon séduit. Mais là aussi, c'est politique. S'il séduit Lady Anne, s'il veut épouser Lady Anne, c'est pour pouvoir ramener la famille des Lancastre de son côté, en épousant une Lancastre, et s'il devient roi, il réunit, et il pourrait ainsi prétendre avoir apporté la fin à cette fameuse guerre des deux roses. Donc c'est éclatant comme victoire. Mettre fin à plus de 100 ans de guerre, en ayant lui le pouvoir, il pourra marquer ça dans... Mais au départ, Lady Anne n'a pas l'air de fonctionner, et puis j'ai pas compris pourquoi elle accepte finalement cet homme. Qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai toujours cherché, mais tiens, ça, il faut peut-être poser la question à une femme, comment la psychologie des femmes fonctionne-t-elle par rapport à quelqu'un qui, bien qu'ayant tué son mari et son beau-père, a l'air tellement sincère dans son amour, a l'air de se repentir. La force de Richard, c'est qu'il réussit par ce moment de drague, disons, il réussit à faire croire à Lady Anne qu'elle est en train de le sauver. Et cela, c'est typiquement une chose qui est propre à la femme. Lorsque la femme a la sensation qu'elle sauve l'homme, qu'elle est sa rédemptrice, elle est comblée. Donc en fait, Richard ne fait que cela. Il lui fait croire qu'elle peut être sa rédemptrice. Là, elle craque. Je n'oublierai pas, pas ce que tu viens de dire. Bien, il faut savoir que Lady Anne est jouée par Anouchka Vintier, qui est en fait Madame de Brou, bien sûr, puisqu'elle est la co-directrice, je présume, enfin, du théâtre. Je ne sais pas quel est son titre. Elle est tout au moins comédienne. Mais alors, il y a des autres femmes. Alors, il y en a une que tu dois bien connaître, qui s'appelle Béatrice Ferraud, oui. Et qui joue... Fort, il n'y a pas de P.
Ferro, pardon. Donc il joue Lady Gloucester, donc forcément. Qui joue ma mère. Ben oui, voilà, c'est ça. La mère du roi, la mère de Georges, et donc la mienne, forcément, puisque nous sommes trois frères. Ah oui, Béatrice, ben, on se connaît depuis plus de 32 ans, puisque nous avons co-créé ensemble, mais pas que ensemble, le théâtre de l'Éveil. Quand je dis pas que ensemble, il y avait dans les fondateurs Jean-Marie Pétignot, Christian Craet, André Lénartz, Béatrice et moi-même. C'est l'équipe de base. On a travaillé plusieurs années par la suite encore avec Jean-Marie Pétignot. Christian Carré est venu nous rejoindre plusieurs fois. André Lénartz, qui nous a quittés il y a quelques années, était aussi parmi nos fidèles amis. Alors en fait, elle est Lady de Gloucester. Oui, c'est la reine-mère, si on veut. Voilà, la reine-mère. Oh, c'était étonnant. Est-ce que c'est Isabelle Pousseur qui lui a proposé ça? Quand elle entre en scène, elle est sur une chaise. Oui. Elle est sur une chaise, bon, oui. Et roulante. Et là, elle a pris le physique un peu de Fabiola. C'est surprenant. On dit, c'est dingue, ça, de la voir comme ça. C'est dingue, hein? Il y a un peu de ça, effectivement. C'est peut-être le port de tête qui fait cela. Ah oui, mais tout ça vient de la tête. Alors voilà, tu pourrais me parler de ce personnage. Il y aura encore une autre Lady, hein. Il y aura Lady Elisabeth. Lady Elisabeth, ça fait Brigitte comme de trois Trie. tout ça. Il y a 3 femmes, oui. C'est pas beaucoup pour une distribution de 16 personnes. Enfin, ça c'est assez courant, c'est commun chez Shakespeare, tout en sachant qu'à l'époque, même les rôles de femmes étaient joués par les hommes. Oui, c'est vrai en plus. Voilà. Oui, 3 femmes, 3 générations, 3 ennemis mortels, je dirais, de ce bon duc de Gloucester. Et alors, il y a un personnage qu'on retrouve aussi dans Richard III, c'est Buckingham. Il est là quand même, Buckingham, je m'amuse. Mais bien sûr qu'il est là, Simon. Voilà, c'est Simon Dupré qui joue le rôle. Hein. Sinon, ben voilà, c'est ça. On oubliait, quand on dit qu'il y a 3 femmes, il y en a 4, hein, parce qu'il y a encore la toute jeune Elisabeth. Ah mais oui, je l'ai. Brigitte de... Non. Ah bon Ah, je la vois pas. Mais si... Madeleine. Madeleine. Madeleine, oui, elle a un rôle quasi muet, donc on ne peut pas... C'est pourquoi pour ça. Madeleine Camus, Ah ben voilà, qui elle deviendra la future reine. La jeune Elisabeth, voilà. La jeune Elisabeth, qui elle va devenir l'épouse de Richmond. Oh, Richmond, est-ce qu'on en parle? Richmond, parce que c'est lui qui va changer de titre et qui deviendra donc Henri VII. Et qui, à la fin du spectacle, on peut le dire, c'est pas un suspense, Richard III entre dans un endroit, il n'en sortira jamais. On l'a tué, voilà. Et c'est Richmond qui a fait le nécessaire, je crois. Voilà, et c'est là que nous accédons à une nouvelle... Ça va créer une nouvelle dynastie, ce sera la dynastie des Tudors qui arrive. Et la génération suivante, nous aurons la grande Élisabeth. C'est pas un spectacle simple, il y en a des personnages. Non, il faut quand même remettre tout ça dans son contexte aussi, comme quand Shakespeare écrit cela. Il est évident que c'est pas une commande, mais c'est quand même un superbe tapis rouge à la dynastie des Tudors qu'il est en train de leur faire, et Elisabeth en particulier, la grande Elisabeth. Donc, parce que quand on relit la vraie histoire, c'est avec un grand H, le frère Richard III ne ressemblait pas du tout à ce que Shakespeare nous a inventé. Non, le frère Richard III, il n'a jamais tué autant de monde. Il est mort à 32 ans, il n'était pas bossu, il n'était pas difforme. Il est mort à Salisbury, c'est vrai. Mais c'est de lui qu'on a retrouvé la tombe il n'y a pas longtemps à Londres. Hein. Près de 2 ans. Oui, enfin c'est récent quand même. Oui. Une espèce de parking. À Salisbury. Oui, c'est là où il est mort. La bataille a bien eu lieu, mais Shakespeare a beaucoup brodé autour du personnage pour pouvoir servir évidemment les intérêts des Tudors. Alors, et montrer que depuis les Tudors, tout va bien, l'Angleterre est florissante, tandis qu'avant, avec les Lancaster et les York, c'était quand même pas drôle. Est-ce que tu voudrais encore mettre en exergue l'un des personnages, il y en a trop, on ne peut pas en parler. C'est sûr. On a parlé des principaux. C'est sûr que Buckingham est un des personnages principaux également. C'est le double, Richard l'appelle son double, son autre moi-même. C'est lui qui sera le grand complice de Richard dans toutes ses manipulations politiques. Il va manipuler le maire de Londres, il va manipuler les bourgeois de Londres, tout cela pour aider son cousin Richard à monter sur le trône. Mais dès que Richard sera sur le trône, la moindre hésitation de Buckingham, et Buckingham se retrouvera la tête tranchée, aucune pitié.
Alors, il y a beaucoup de jeunes comédiens Oui. qui participent à ce spectacle. On ne peut pas les nommer. Je les ai Bon, on peut y aller. Bon, Alors, les jeunes comédiens, nous avons Bruno Borsu, Adrien Le Tartre, un enfant, Jérémy Macaoui, ou Céline Chapelle, selon. Qui joue un plan, je crois, une séquence, une petite séquence. Oui, il est très beau d'ailleurs. C'est le jeune prince Édouard, Oui. Madeleine Camus, nous avons parlé, Michael Dubois, Arthur Marbet, qui est le fils de Bernard Marbet, et Adrien Desbons. Voilà. Alors, maintenant, il y a cette mise en scène. Qu'est-ce que tu en penses, cette mise en scène, je l'ai dit tout à l'heure, qui est à la fois donc classique et moderne. Donc il y a les deux. Et c'est excitant, et j'ai vu que tout le public était ravi de voir ça. Il y en a peut-être qui vont penser dans les publics un petit peu plus âgés, qu'est-ce qu'on fait maintenant de Shakespeare, c'est le contraire. Très heureux. Moi, c'est ce que j'ai vu à la première. Ces réactions n'ont fait que se confirmer au fil de la présentation. Voilà. Je prends l'exemple le plus évident, le plus flagrant, qui était la première représentation du dimanche en matinée à 15h, puisque nous jouons les dimanches à 15h, qui est de manière plus générale réservée effectivement à un public qui n'aime pas sortir tard le soir, etc. Ça a été un accueil extraordinaire avec une écoute fabuleuse et des rappels qui étaient aussi chauds, sinon plus peut-être, non mais sinon plus les autres de la semaine. On l'a senti dès la première. Oui, je crois que... je l'ai remarqué là, j'étais heureux de cela. Je crois que l'écoute est très forte. Absolument. Alors, il y a la scénographie comme ça, quand même elle n'a pas pu nous voir parce qu'elle craint un petit peu le micro. La scénographe, c'est une jeune femme qui s'appelle Sophie Carlier. C'est très bien fait. Alors il y a cette colonne là, au milieu de la scène, qui joue un grand rôle, je vais dire ronde, je ne sais pas si je dois dire ronde, avec une espèce de tube, mais c'est du bas de la scène jusqu'au haut. C'est très haut le théâtre. C'est la tour de Londres, en quelque sorte. J'avais pas pensé. Ça peut être aussi la tour de Londres. La tour de Londres. C'est très bien. C'est là en tout cas qu'on y voit les exécutions des différentes victimes de Richard III. C'est là que ça se passe, mais c'est là aussi qu'a lieu la réunion du conseil. Oui. C'est là aussi que se trouve la fameuse putain qui est en fait un mec. Bien sûr, oui. Au départ, je me suis dit, elle n'est pas mal faite, cette femme, mais elle est quand même curieuse. Mais c'était un homme, évidemment. Oui, tout à fait. Une putain qui se partage entre le roi Édouard et Hastings, le président du conseil. Tiens, qui joue cette fausse putain? Là, c'est le même comédien oui, parce qu'il joue que celui qui joue Richemont. Pas un citoyen, non? On prend une seconde, vous pouvez aller regarder, on cherche... Adrien Le Tartre. Adrien, voilà, c'est ça. Adrien joue, voilà, mais c'est chaud. Et Richemont. C'est lui alors? C'est lui. Ah ben il ne se prive pas alors. Bon, d'accord. Alors, il y a donc cela, donc la scénographie, on entend. Les costumes, parce qu'il y a beaucoup de costumes actuels. Je Natacha Lera, bien sûr. Et maintenant, on supprime complètement les perruques, je crois. Oui, je crois que ça n'existe plus. C'est pratiquement terminé. Enfin, les femmes, non. Les comédiennes ont des perruques. Mais enfin, quand même, c'est pas des perruques complètes. Alexandre Von Sylvestre, que je voyais hier, va jouer le Tartuffe ici. Ici, tout simplement. Il m'a dit, mais fini, il n'y a pas de perruque maintenant. Donc, on adopte cette solution-là maintenant. Je ne sais pas si c'est souvent... disons qu'ici, c'est vrai, on a replacé la pièce dans un contexte plus proche de nous. Ça se passe... on est dans les années 30, là, comme ça se dessine, 30, 40. Et de par les musiques aussi, d'ailleurs. C'est bien souligné par Isabelle. Alors, il y a ça, et alors, donc, on a parlé des costumes, le maquillage. Parce que les maquillages sont importants, et le tien. Oui. Que ça bouge chez toi. Oui, je veux dire. Tout à fait. Il y a un gros travail de maquillage. D'ailleurs, il suffit de venir tous les jours à partir de 17h30, 18h. Ça commence dans les loges. C'est vrai, mais le public ne peut pas entrer maintenant. Bon, on a parlé un petit peu de tout. Bon, il y a aussi donc ces musiques qu'on a trouvées formidables, dont Purcell, mais les autres, les musiques actuelles, disons. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire dans il y a toute la troupe, il y a toute la régie, tout ça. Mais alors, il y a une chose que je voulais peut-être te demander, il y a encore des choses peut-être à nous dire. Je crois qu'on peut parler quand même de la chef maquilleuse, je veux dire, qui est Véronique Lacroix. Oui, parce qu'il y a un c'est elle qui a inventé tout ça. Un tout gros spectacle donc, que nous devons, c'est une coproduction, Théâtre de l'Éveil, c'est-à-dire le tien, Théâtre Royal du Parc, c'est-à-dire Thierry Degroux,
Et alors, le Centre des Arts Scéniques et le Conservatoire de Mons. C'est formidable, ça se joue jusqu'à la mi-février. On reprendrait peut-être encore la pièce après, comme on fait avec le Tour du Monde à 80 jours. C'est un des grands succès du théâtre royal. On aimerait bien. Alors, quand même, je voulais te demander, pendant que tu joues ça, tu ne sais pas t'occuper de ton théâtre de l'éveil. Quel est le prochain spectacle de Mon théâtre de l'éveil, oui, il est occupé là maintenant. Mais après Shakespeare, tu vas monter quoi à l'éveil? Eh bien, après cela, en tout cas, ce qui est certain, il y aura peut-être quelque chose d'autre avant, mais dans les grands projets, il y a notre participation à Mons 2015. Ah, j'ai entendu parler de ça, ça va être une idée fabuleuse. Et pour ce faire, nous avons misé sur Uburois de Jarry, qui sera coproduit par le Théâtre de l'Éveil, le Manège Mons et la ville de Pilsen en Tchéquie. Parce que Pilsen est jumelé à Mons en 2015 pour capitale culturelle de l'Europe. La mise en scène sera assurée par Axel de Beausoleil et Maggie Jacot à la scénographie. Je crois que c'est un grand et beau projet qui nous attend, qui commence à se mettre sur pied et qui se concrétisera dans les mois qui viennent. On en reparlera assez rapidement. J'espère qu'on en reparlera. D'ici là, il y aura peut-être d'autres surprises. Je voulais dire aussi qu'il y a un très beau bouquin, je le recommandais moi, il y a quelques temps déjà, c'est celui que tu as consacré pour les 25 ans du théâtre de l'Éveil que j'ai chez moi. Et je le regardais, je le feuilletais encore hier quand même, et j'ai retrouvé comme ça des comédiens que j'ai beaucoup aimés, que j'ai connus j'ai joué avec certains d'ailleurs, parce qu'il y a Georges Bosser, que j'ai trouvé, il y a Jean-Marie Pétignot, bien sûr, Quentin Milot, moi je ne savais pas qu'il avait joué aussi souvent chez toi. Ah oui, il y avait quasi du départ, Ferraud, oui, il y a tous ces comédiens, et c'est très émouvant de les retrouver comme ça à travers ton livre, Alexandre Bonne-Sivert, bien sûr. Michel Boguen, j'ai même été de savoir qu'il avait joué chez toi. Voilà. Eh bien, je t'ai posé des questions, mais parfois, c'est un petit peu toujours le défaut de quelqu'un qui pose des questions. Celui qui est interviewé voudrait parfois avoir des choses à dire et n'a pas pu les dire parce que le journaliste n'y a pas pensé. N'as-tu pas des choses à dire? Tu as l'antenne, si j'ose dire, enfin tu as la caméra pour toi maintenant, qui est un autre blog, Les Feux de la Rampe. On t'écoute. Je voudrais dire simplement que, effectivement, je pense que Richard III est une réussite, en toute modestie. Mais je crois surtout que c'est un spectacle qu'il faut voir, parce qu'on a trop peu l'occasion, me semble-t-il, en Belgique, de pouvoir encore voir et entendre des textes de cet ordre. Et en règle générale, quand on a encore l'occasion de les voir, on nous offre davantage dans ce pays la possibilité de les voir donnée par des troupes étrangères. Et créer en Belgique, avec des moyens propres, de tels spectacles commence à tenir de la gageure. C'est un véritable problème qui est en train de se poser. Et que l'on puisse imaginer des coproductions entre théâtres de notre communauté est pour moi une chose fondamentale. Je crois que nous avons les talents qu'il faut pour arriver à de grands spectacles. Ce ne sont pas les étrangers qui vont contredire. Et il me semble qu'il serait un peu plus juste et salutaire de nous donner, à nous, les possibilités financières, économiques, de pouvoir mener à bien les productions que nous menons, et également que ces productions, que ces spectacles soient un peu mieux repris en charge, en relais par les médias. Parce que c'est un petit peu déprimant parfois de voir le retour qui est fait pour de nombreuses productions. Je sais bien qu'il y a beaucoup de spectacles en Belgique, je sais qu'il y a peu de journalistes qui s'occupent de la culture, ils ne peuvent pas tout couvrir, on ne peut pas leur en vouloir. On a demandé simplement peut-être aux directeurs des publications d'élargir un peu le nombre de leurs pages culturelles et notamment théâtrales. Si on avait le même nombre de pages culturelles que le nombre de pages sportives, ce serait un rêve. Je n'en demande pas tant, mais la moitié, ce serait déjà pas mal. Tu as les pages en tout cas d'un bloc que les gens suivent de très très près.
Je suis content que tu parliez des acteurs. Il y a un problème qui se pose pour les comédiens maintenant. Ah, il y a un problème qui se pose, oui, parce que... Et c'est bien dit d'ailleurs, c'est redit chaque fois, chaque soir. Oui. Ok. Oui, bien sûr. Comment c'est présenté? C'est-à-dire qu'à la fin du spectacle, les jeunes comédiens lisent une petite lettre d'environ d'une page qu'ils n'ont pas écrite eux-mêmes, qui vient d'un groupe de réflexion de jeunes artistes belges qui dénoncent la difficulté pour de jeunes étudiants ou de jeunes comédiens sortant des écoles, la difficulté pour eux d'avoir accès à la profession et notamment et aussi surtout d'avoir accès à ce qui leur permettrait de continuer à pouvoir envisager de faire ce métier, c'est-à-dire de pouvoir bénéficier des allocations de chômage lorsqu'ils ne sont pas au travail. Les règles pour avoir accès à ces ACDI, comme on dit en France, à ce chômage sont de plus en plus compliquées, de plus en plus restrictives, et il y a un problème entre le fait de continuer à accepter de faire sortir des écoles environ une centaine de jeunes comédiens chaque année, et en même temps, dans le même temps, de diminuer les subventions, ou en tout cas de diminuer le nombre des productions. Il y a un problème, il faut choisir, on ne peut pas faire les deux. Alors, ou bien on décide qu'on fait un numerus clausus dans les écoles, ou alors qu'on donne plus de possibilités à ces jeunes comédiens d'entrer dans des grandes maisons, ou des maisons plus petites, où les théâtres puissent les engager, les théâtres qui ont pignon sur rue puissent les engager. Mais je crois qu'il faut choisir. On ne peut pas continuer comme ça éternellement à produire des chômeurs qui n'ont même pas droit au chômage. Voilà. Et ça, tous les soirs, c'est dit de manière polie, mais ferme, aux spectateurs. On va se séparer, mais je brûle de te le demander, et en même temps, j'ose pas le faire. Ben, tu peux toujours couper. On peut couper, voilà. On verra même si on doit couper, on demandera à Paul Freitas qu'il fasse une coupure. Non, Paul, tu ne coupes pas du tout. Mais je te demande ça, éventuellement, est-ce que c'est difficile, parce qu'on est ici, au premier étage, on n'est pas sur le plateau, avoir le tout début du spectacle, quand tu entres en scène, pas toute ta réplique, elle est très longue, mais le début, pour qu'on entende ta voix, quand tu es Richard III. Maintenant, j'écoutais Guy, pour l'instant. Guy Pion, on est d'accord. Maintenant, on retrouvait Richard III. Est-ce possible? Je te demande beaucoup, hein? Oui, c'est une chose que je déteste faire. Alors ne le fais pas. Non, je vais le faire. Ah. Puis tu en feras ce que tu voudras. Mais il y a une chance sur deux que je me plante dans mon texte, là. Ah, mais ça, parce que je ne suis pas, n'étant pas dans les conditions. Non.